Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier 100% tu connais pas. Ça va être une série de vidéos où je vais vous présenter des mangas, des animés ou des jeux vidéo pas très connus mais qui méritent d'être lus, vus ou joués. Je vais faire ces vidéos en trois parties. Tout d'abord je vais présenter l'œuvre tout en essayant de parler des inspirations et des origines s'il y en a, l'état actuel, donc le nombre de tomes, de saisons ou de jeux dans la franchise, et si ça a bien marché, et enfin finir par mon avis dessus. Tout d'abord, commençons ce premier épisode avec Shumatsu no Valkyrie ou Record of Ragnarok. C'est un manga seinen de combat fantastique basé sur les mythologies et concentré plus particulièrement au moment du Ragnarok. Alors, le Ragnarok, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fin du monde décrite de la mythologie nordique. À un moment où en fait il va y avoir un gros serpent qui va bouffer un arbre, et le monde de la glace qui va s'entrefeuquer avec le monde du feu, enfin il se passe plein de trucs. Tout d'abord, le manga prend place au moment où les dieux décidèrent d'éradiquer l'humanité sur un coup de tête. Cependant, la Valkyrie Brunhild décida de prendre le parti des hommes et proposa le Ragnarok. Cependant, le Ragnarok ce n'est pas une fin du monde dans le manga, alors ouvrez vos livres. Expliqué dans la constitution du Valhalla, article 62, paragraphe 15, le Ragnarok sera un cas particulier de combat singulier entre les dieux et l'humanité. Tout d'abord, les dieux se moquaient de cette idée et pensaient que c'était une perte de temps que les humains allaient forcément perdre. Mais face à ces propos, Brunhild se moqua d'eux en les traitant de poules mouillées. À la simple idée que des dieux pouvaient avoir peur de mortels, cela les enragea et ils acceptèrent la proposition du Ragnarok. Alors, maintenant expliquons les règles du Ragnarok. Donc, deux équipes s'affronteront, humanité contre divinité. Chaque équipe aura 13 combattants. La première équipe à avoir remporté 7 victoires sera déclarée victorieuse. Si les dieux l'emportent, l'humanité sera détruite, mais si l'humanité l'emporte, ils vivront 1000 années de plus. Honnêtement, on se prend une petite carotte. Chaque duel sera fini par une mort permanente. Donc si par exemple Odin perd contre Michael Jackson, et Odin mourra à jamais. Mais en fait, les dieux étant des personnalités divines, ils ne peuvent pas être directement blessés par des humains. Donc, pour les aider, Brunhild demanda à 12 de ses sœurs Valkyries de devenir des armes pour les représentants humains, transformant alors en épée, lance ou encore poing américain. Les combattants ont déjà été annoncés et honnêtement, ils claquent tous des putains de cul. Donc, présentons les 26 combattants, en commençant par les divinités. Donc on a Thor, Zeus, Poséidon, Héraclès ou Hercule, Shiva, Bouddha, Loki, Apollon, Susanoo no Mikoto, Bishamonten, Anubis, Odin et Belzébuth. Face à eux, chez les humains, on a Lubu, Adam, Kojiro Sasaki, Jack l'Éventreur, Raiden Tamemon, Kinshi Wang, Léonidas, Nikola Tesla, Grigori Rasputin, Suji Okita, Michel Nostradamus, Sakata Kintoki et enfin Simo Aya. Donc là vous allez me dire, ouais, je connais la plupart des dieux, mais les humains, je n'en connais pas la moitié. Alors, ok, légère explication pour vous mettre le feu dans votre âme de combattant. Commençons par présenter Lubu. Lubu est un guerrier chinois né en 153 et est mort en 199. Il était d'une détermination, force et endurance inhumaine, mais était d'une personnalité fourbe et arrogante. Véritable maître de l'hallebarde et de l'arc, chevauchant un cheval extrêmement puissant appelé Lièvre Rouge. Ils ont même créé une expression rien que pour lui et son cheval. Parmi les hommes, il y a Lubu, parmi les chevaux, il y a Lièvre Rouge. Il était connu pour avoir trahi et tué ses deux pères adoptifs après avoir trahi le seigneur de ces terres, Liu Bei. On dit que durant sa vie, il n'y avait rien de plus puissant que lui et qu'il n'avait trouvé aucun véritable rival. Et à sa mort, il devait se faire pendre, mais était en train de bâiller lorsqu'on avait posé la corde autour du cou. Donc le mec, il devait avoir des couilles d'une taille monumentale. Il fut aussi utilisé comme personnage fictif dans le récit d'Histoire des Trois Royaumes. Passons au second personnage, Kojiro Sasaki. C'était un bretteur japonais né en 1583 et est mort en 1612, donc durant les époques Sengoku et Edo. Il était connu pour manier un sabre anormalement long et il s'entraînait avec des bretteurs de sabres Kodashi, qui sont des sabres entre 40 et 65 cm. Mais lui utilisait un sabre Nodashi, qui est plus aux environs de 90 cm. Ce mélange lui fit créer une des techniques appelées Tsubamegashi, ou imiter le mouvement d'une hirondelle, car il faisait changer brusquement la direction de son sabre pendant ses attaques, comme lorsqu'une hirondelle chasse. C'était un véritable passionné de la lame et il adorait croiser le fer avec ses amis et ses ennemis. Il a d'ailleurs fini sa vie le sourire aux lèvres dans un match à mort dit amical contre Musashi Miyamoto. Dans le manga, on l'appelle éternel perdant, car il allait se battre contre tous les maîtres bretteurs et perdait au premier combat pour ensuite s'entraîner par la mémoire du combat à les vaincre jusqu'à apprendre leur style et technique. Ensuite, passons à Raiden Tamemon. C'était un lutteur sumo né en 1767 et est mort en 1825. Alors déjà, ce mec faisait 1m97, donc durant le 18e siècle, c'était un putain de géant.
Sa main faisait 24 cm de son poignet jusqu'au bout de son doigt d'honneur et il pesait 169 kg. Son histoire est bien plus simple. Alors, dans sa vie, il a fait 264 matchs, donc ça, c'est déjà beaucoup, mais c'est plus le fait qu'il a perdu que 10 combats qui est impressionnant. Le gars avait 96% de victoires, record invaincu en lutte sumo, et il était tellement balèze qu'on lui interdisait ses techniques favorites pour que le combat soit équitable. Ensuite, passons à Qin Shi Huang. C'était un empereur Qin, c'est le premier empereur Qin, qui standardisa l'écriture, la langue, la monnaie, les poids et les mesures. Donc c'est un peu le gars qui a instauré les bases. Et aussi, il était considéré comme le père de la grande muraille de Chine. On se dit que le mec est nice et qu'il savait ce qu'il faisait, mais on se souvenait de lui comme étant d'un caractère cruel et autoritaire. Sa dynastie resta 3 ans avant de repartir en guerre civile. Donc franchement, bien joué. Durant son règne, il a fait tuer 460 érudits qui décrivaient sa dynastie comme cruelle et inhumaine. C'est d'ailleurs sa dépouille qui est dans le mausolée de l'empereur en Chine avec les milliers de soldats en terre cuite. Passons ensuite à Suji Okita. C'était un bretteur japonais de génie né en 1842 et est mort en 1868. À ses 12 ans, il avait battu un Meikyo Kaiden. C'est un titre qui signifie le niveau le plus haut dans l'autorisation d'enseigner la technique et l'esprit d'art martial japonais. Donc pour résumer, c'est les plus grands maîtres. À ses 18 ans, il en devenu un et était réputé pour son impatience et son exigence. Ses élèves avaient peur de lui plus qu'ils avaient peur de l'empereur. Il utilisait un katana d'une taille personnalisée de 72 cm et avait créé sa propre technique qui est d'ailleurs la plus connue, le Sandanzuki ou Mumyoken, traduit en lame sans reflet. Elle consiste en 3 coups d'estoc extrêmement rapides, portés à la gorge, à l'épaule gauche et à l'épaule droite, et était dit d'être une technique si rapide par son utilisateur que les 3 coups étaient touchés au même moment. Donc le gars, c'était un véritable monstre de la vitesse. Finissons avec Sima Aya. C'était un soldat finlandais né en 1905 et est mort en 2002, donc c'est le plus récent des représentants humains. Il est considéré comme le meilleur tireur d'élite de toute l'histoire. Il était actif durant la guerre d'hiver et était surnommé la Mort Blanche. À lui tout seul, il a fait entre 500 et 700 victimes. 505 par fusil, mais il a aussi dit que ça s'élevait à 542, et 200 autres au pistolet mitrailleur. Il utilisait un fusil M28 Pisticorva car l'arme était à la bonne taille pour ses 1m52. Il n'utilisait pas de lunettes de tir pour qu'il reste mieux caché sans avoir de réflexion du soleil sur la lunette, donc il utilisait une mire métallique. Ouais, juste une mire en métal. À tirer sur des gars à plus de 300 mètres de loin. Il pouvait rester sous la neige des heures à des températures entre -20 et -40 avec sa tenue de camouflage sans bouger et garder de la neige dans sa bouche pour que la vapeur de sa respiration ne se voie pas. Il ne fut blessé qu'une seule fois à la mâchoire et cela déforma sa bouche définitivement. Donc là je pense que même si les dieux sont inhumains, on a quand même eu des êtres humains dans notre histoire qui sont complètement craqués. Au moment où je fais cette vidéo, il y a déjà eu 4 combats et le 5e vient tout juste de commencer. Il y a 31 chapitres actuellement, chacun d'environ 50 pages, qui sort à peu près chaque mois, donc ça fait 2 tomes tous les 1 an et demi. 6 tomes sont parus au Japon et 3 ont été traduits en France. Les ventes n'ont fait qu'augmenter au fur et à mesure des sorties, donc c'est en très bonne voie pour au moins voir la fin de l'œuvre. Les notes sur la plupart des sites sont au-dessus de 7 sur 10. Mon avis va se porter sur 5 points. Tout d'abord, l'histoire, ensuite les dessins, après les personnages, l'action, et on va finir par le ressenti, ce que le manga nous fait ressentir à la fin ou pendant qu'on lit. Donc commençons à parler de l'histoire. Donc l'histoire est assez originale, ça c'est sûr, mais elle n'est pas faite pour être approfondie, et ça les créateurs le savent très bien, et c'est tant mieux. Tout ce qu'on veut par rapport à l'histoire, c'est qui va affronter qui, quelle est l'histoire ou les faits marquants des combattants, quelle va être l'arme de chaque humain par rapport à la Valkyrie associée, et enfin qui va gagner. Pour l'instant, j'ai pas encore été déçu de ces 4 points, donc tout va bien. J'ai 2-3 théories comme quoi je pense qu'ils vont faire une égalité au dernier combat et faire un 14e combat avec un personnage de chaque côté, un peu de Joker, donc personne s'y attend. Genre Jésus contre Staline. Bon, enfin peut-être pas Jésus, mais un dieu un peu badass comme Hadès peut-être. Et probablement les humains vont gagner pour recommencer un nouveau Ragnarok 1000 ans plus tard. Donc ça c'est juste des idées. Mais à la fin je pense, l'histoire mérite un 5 sur 10 au total. Passons au second point, les dessins. Les dessins du manga sont plutôt détaillés pour un petit groupe de mangaka et dessinateurs, ce qui explique la lenteur des sorties, mais reste quand même vraiment impressionnant. Le chara-design des personnages n'est pas complètement fidèle aux descriptions originales dans leurs œuvres et idées, mais heureusement. Ils gardent les points essentiels et rajoutent des détails pour les rendre badass as fuck et juste classe. Même les décors sont détaillés. Le 4e combat montre clairement les détails qu'ils y portent et surtout, chaque arme et équipement, qui est ce que je regarde tout premier, sont giga classe. Donc pour moi les dessins, c'est 8,5 sur 10, du très lourd. Maintenant, 3e point, les personnages. Les personnages sont intéressants.
pour le côté des humains en tout cas. Lubu doit être celui dont j'arrive le moins à me rapprocher, vu que je n'ai pas eu toute la culture de l'Extrême-Orient, lu l'histoire des Trois Royaumes et tous ces genres de livres. Mais ce premier combat était plus un avant-goût selon moi. On voit quand même la détermination et la raison de se battre du personnage, simplement un fracasseur de crâne qui cherche un rival et des combats. Les autres humains sont aussi intéressants, voire plus intéressants. Celui qui a plus de complicité reste Jack l'Éventreur, et Adam est le personnage adoré de tous et est l'ennemi principal des dieux. Pour les dieux, on veut juste les voir perdre simplement, même s'il y a eu un seul cas où je voulais pas voir la fin, sinon les autres sont vraiment bof bof. Poséidon sert à rien par exemple. Donc personnage, selon moi, c'est 7,5 sur 10. Les humains méritent 9 sur 10, mais les dieux 4 sur 10. Juste à cause d'un seul dieu, sinon je pense qu'il serait à 1 ou 2. Quatrième point, l'action. Alors franchement, c'est presque parfait. Ça ne manque jamais de mouvement, on arrive à suivre ce qui se passe d'une case à une autre, les effets de vent, d'eau ou les coups sont super bien faits, et tu peux la regarder quelques secondes pour te dire juste « Ah ouais, c'est pas mal quand même !» Mais le vrai point fort, c'est le combat. Il y a toujours un moment où le combat atteint un nouveau niveau, encore plus fort, encore plus prenant. Souvent après un moment d'histoire d'un des combattants, et tu vois qu'ils deviennent plus sérieux et badass au fur et à mesure que le combat avance. Je peux pas vraiment dire plus là-dessus, sinon je risque de spoil, donc franchement, simplement, 9,5 sur 10. Fine as fuck. Et maintenant, finissons par le ressenti. Donc dans très peu de cas de manga de combat fantastique, on peut réussir à se mettre dedans, comme si on était un des personnages. Mais ici, on peut clairement le faire, et facilement, pour une raison simple. Tu regardes tes confrères humains se battre pour ta liberté et celle des autres de ton espèce. Tu as l'impression de faire partie du public, et en plus il y a souvent des points de vue où on est dans le public, ce qui aide énormément dans l'immersion de l'histoire et du manga. Puis, une fois que tu lis et comprends l'histoire des personnages, tu te sens attaché à eux. Et évidemment, tu peux pas vraiment sentir le coup de marteau de Mjolnir au sol, sauf si tu as vécu un tremblement de terre de catégorie 9, si c'est le cas, bien joué à toi pour être encore en vie, mais c'est le ressenti et l'immersion des combats qui te donnent cette envie de te dire « Je veux voir Adam gagner plus que tout », ou encore « Je veux que Kojiro montre ses techniques au sabre ». Donc ressenti, 9 sur 10. Donc pour résumer, si vous voulez un manga où il y a de la bonne baston, c'est vraiment celui-là qu'il faut lire. L'histoire n'est pas vraiment mise en avant, mais c'est normal. Le but du manga est de donner de la puissance au lecteur, sentir le combat, l'honneur et la raison de vivre qui ressort de chaque combattant durant leur affrontement. On est surtout attiré par l'équipe humaine, et c'est un peu normal vu que nous sommes tous des humains, enfin, je pense, mais c'est aussi parce que c'est des gentils, car dès le début, les dieux veulent éradiquer l'humanité juste parce qu'ils se font chier. Et c'est en même temps des humains face à des dieux. Ils ne devraient normalement avoir aucune chance de réussir, mais on veut les voir gagner et claquer la gueule à ces enfoirés. Je vais quand même vous parler de mon moment favori du manga. C'est le combat d'Adam contre Zeus. Donc là, désolé du spoil pour les combattants. Mais actuellement, je pense que c'est le meilleur combat qu'il y a eu, grâce à une conversation entre les deux. Je ne peux pas sentir les flammes de la haine envers nous les dieux dans tes yeux. Alors, dis-moi, quelle est la véritable raison pour laquelle tu te bats? Donc tu penses pareil. Ils disent tous la même chose. Haine? Vengeance? Je n'ai pas besoin de tout ça. Il n'y a aucune raison. Est-ce qu'un homme a-t-il besoin d'une raison pour protéger ses enfants? Aux mots de leur père, en entendant des mots si sincères et de compassion, les enfants d'Adam ressentirent un frisson parcourir leur corps, et sans aucune instruction, toute l'humanité commencèrent à prier, de toutes les façons qu'ils savaient faire. Il n'y avait aucune division, race, genre, nationalité ou credo. Les hommes d'État, les criminels, les riches, les pauvres, les bons et les mauvais. Pour la première fois dans toute l'histoire, l'humanité se tenait unie. Ils ne souhaitaient qu'une seule chose, la victoire d'Adam. Honnêtement, merci papa. Et en plus, il est le fichier numéro 1. On l'appelle l'alpha dans le milieu. Donc au total, je pense que je note ça à environ 3 pasta box au poulet sur 8 Mister Frizo Coca. Non, pas du tout. C'est un très bon 7,9 sur 10. Et je pense que ça peut passer à 8 si on a Michael Jackson à un moment. Ce qui clôture ce premier épisode. Donc j'espère que vous avez aimé, que ça vous a surtout donné envie de le lire. Dites-moi si vous avez aimé ou simplement pas aimé, ce que vous avez pensé de la vidéo ou même du manga en lui-même. Et je vous dis salut et à une prochaine vidéo.